Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir et très heureux de vous retrouver pour ce numéro de la Tribune du mardi que nous allons tenir en compagnie de M. Gouameni Alphonse, qui est représentant du Front populaire ivoirien de Côte d'Ivoire. Et le thème de ce rendez-vous a pour objet donc la Côte d'Ivoire, la situation qui s'enlise ou bien la situation s'enlise-t-elle? En tout cas, ce sont des questions que nous allons nous poser et explorer en compagnie de M. Alphonse Gouameni, mais aussi de Ousseynou Nargaï, qui est journaliste, fondateur du site d'information en ligne tract.sn au Sénégal. Nous aurons aussi en Côte d'Ivoire, en ligne, Assé Alafé, journaliste et directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Nous allons donc commencer par cette actualité brûlante en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'expulsion de l'activiste et au cadre du leader, le parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Mamadou Koulibaly, Nathalie Yambe, qui a été expulsée hier donc de Côte d'Ivoire. Elle est arrivée en France peu de temps après. Nous avons les mêmes sentiments de solidarité, de compassion et les mêmes aspirations à la liberté, à la dignité, à la justice et à la propriété. L'Afrique francophone est encore aujourd'hui, en octobre 2019, sous le contrôle de la France. Les peuples d'Afrique, et particulièrement la jeunesse, revendiquent pourtant avec de plus en plus de vigueur leur besoin de démocratie, leur droit à l'autodétermination, le droit de décider avec qui ils veulent commercer, avec quoi ils veulent payer ce commerce, sans qu'on les place sous la tutelle d'une ex-puissance coloniale qui se présente toujours sur la scène mondiale comme notre porte-parole et notre avocat. Nathalie Yambe qui intervenait là, à l'occasion du sommet Russie-Afrique. Nathalie Yambe qui est, nous le disions tantôt, une membre éminente du parti leader, parti de l'opposition en Côte d'Ivoire et parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, qui a été expulsé hier. Et nous vous proposions de suivre cet extrait pour justement bien être fixé sur la personnalité de cet activiste engagé. Et nous allons avoir dans quelques instants cette petite conversation après son arrivée par vidéo WhatsApp à Paris en France. Elle était en conversation avec le président de son parti. À peu près 5 heures d'escale à Paris. Voilà. Bon, est-ce qu'ils t'ont bien traité? Ils m'ont très bien traité, franchement, il n'y a rien à dire. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils te reprochent? Le motif qui est sur l'arrêté d'expulsion, c'est activité incompatible avec l'intérêt national. Activité incompatible avec l'intérêt national de Côte d'Ivoire. Bon, mais très bien. Voilà. Avec l'intérêt national. Maître Guiraud n'était pas là, donc j'ai porté mention sur... Incompatible avec l'intérêt de Côte d'Ivoire. C'est le motif de l'expulsion de Nathalie Yambe. Comment réagit le Front populaire ivoirien, Monsieur Gouameni Alphonse, Front populaire ivoirien, parti historique de l'opposition, parti de Laurent Gbagbo, que vous représentez à Libreville? Merci. Je voudrais que vous me permettez de remercier la direction de la Belle TV pour cette opportunité qui est donnée à la représentation du Front populaire ivoirien et aux citoyens que nous sommes pour donner notre opinion sur ce qui est, de mon point de vue, contradictoire avec la base même de la fondation de la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité. N'est-ce pas que toutes les luttes qui ont été menées selon l'hymne national de notre pays ont été menées pour que notre pays soit ce pays d'hospitalité, ce pays de liberté.
voir... je voudrais bien comprendre quand on dit incompatible avec les lois ivoiriennes. Est-ce que, pour ce que j'ai attendu, cette dame, Nathalie Yamb, je n'ai pas attendu. Je crois avoir attendu précisément qu'elle dénonce le fait qu'il y a la même mise de la France sur certains pays africains, plutôt francophones. On peut peut-être ne pas être d'accord, mais n'est-ce pas qu'elle s'est exprimée là comme une personne libre? Et quand on sait qu'à la tête de cette Côte d'Ivoire, il y a une personnalité qui a quand même passé presque, j'allais dire, toute sa vie aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire ce pays qui est le berceau pratiquement reconnu comme tous, comme le berceau de la démocratie. Vous parlez du président Ouattara. Le président Alassane Ouattara, que ce soit lui qui soit au pouvoir et qu'on expulse une Africaine. J'aurais même appris qu'elle a même la nationalité ivoirienne parce qu'elle s'est exprimée. Soit qu'elle peut avoir dit quelque chose qui ne plaise pas, mais elle a exprimé son point de vue. On rappelle qu'elle a été expulsée vers la Suisse, mais que sur la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, elle était en escale en France. Et elle est aussi elle a la double nationalité, donc elle est aussi de nationalité suisse. Assez à la fait, peut-être en ligne d'Abidjan. Assez à la fait, bonsoir. Assez à la fait, comment réagissez-vous à cette expulsion? Est-ce qu'il est normal d'expulser une activiste, une responsable politique, simplement parce qu'elle a une opinion qui n'est pas en phase avec celle des autorités? Alors, assez à la fait, nous allons le reprendre dans quelques minutes. On rappelle qu'il y aura aussi en ligne Ousseynou Nargueil, fondateur du site d'information tract.sn et éditorialiste. Ousseynou Nargueil, bonsoir. Bonsoir Aziz Tchandi. Alors Ousseynou Nargueil, vous avez suivi certainement, comme beaucoup d'Africains, la sortie en Russie de Nathalie Yamb et puis les développements qui s'en sont suivis en Côte d'Ivoire, notamment hier avec cette expulsion. Qu'est-ce que cette expulsion vous inspire? Est-ce que ce n'est pas antidémocratique? Écoutez, vu du Sénégal, on se rappelle que le chanteur Tiatiken Fakoli avait été interdit de séjour par un ministre de l'Intérieur d'Abdoulaye Wade parce qu'il avait dit qu'Abdoulaye Wade n'avait pas droit à un troisième mandat. Donc le Sénégal n'aura pas de leçon de démocratie à donner à la Côte d'Ivoire. Mais simplement, c'est après 2 mandats au cours desquels je pense que Alassane Ouattara a quand même boosté le développement de la Côte d'Ivoire et a fait des efforts pour le retour à la paix civile et la pacification du front politique. C'est un peu dommage que pour des raisons, j'allais dire, de politique partisane et de politique politicienne, parce qu'il veut peut-être peser sur le choix du prochain président qui devra lui succéder à la tête de la Côte d'Ivoire, obligé à en venir à des pratiques aussi antédiluviennes que l'expulsion d'une Africaine d'un pays africain. Mais en quoi... membre d'un parti politique et conseillère exécutive d'un candidat à la présidentielle. Voilà. Mais concrètement, en quoi les propos de Nathalie Yamb peuvent gêner la politique du président Alassane Ouattara? Écoutez, je pense que Alassane Ouattara, à la fin de son mandat, est en train de s'enfermer dans une sorte d'autisme, parce qu'il a récemment déclaré
qu'il se présenterait si les gens de sa génération, c'est-à-dire Bédié et Gbagbo, se présentaient. On va en venir. Aujourd'hui, je l'ai entendu sur une antenne internationale déclarer qu'il souhaiterait que la future monnaie africaine, l'ECO, soit arrimée à l'euro comme le franc CFA. Donc je pense qu'il est dans une position en fait assez despotique. Donc ce n'est que le prolongement de ça qui s'exprime dans l'expulsion de Nathalie Yam qui, je pense, est un peu exagérée. Ce serait comme de vouloir écraser une mouche avec un marteau-pilon. Je ne comprends pas, dans la pré-campagne pour la présidentielle ivoirienne qui doit avoir lieu dans moins d'1 an, que le président Ouattara ne se pose pas plutôt en rassembleur, souhaitant passer le bâton à une nouvelle génération incarnée par des gens comme Guillaume Soro, mais aussi comme Mamadou Koulibaly, le leader de Nathalie Yam, du parti de Nathalie Yam, qui tous les deux se sont déjà déclarés candidats. Donc je ne pense pas que ces propos gênent, mais bon... la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est. Je me suis laissé dire la semaine dernière dans une conversation à Ouagadougou, se présenter pour un 3e mandat, ce serait à nouveau la guerre civile en Côte d'Ivoire. Je ne le souhaite pas. On pense que ça viendrait du côté de Guillaume Soro et pas de Mamadou Koulibaly, justement. Mais bon, je pense que, j'en termine là, le président Ouattara envoie de très mauvais signaux à la Côte d'Ivoire et à la communauté internationale. Pour un pays qui est la première économie de l'UEMOA, qui est menacé par l'arrivée du djihadisme, qui, après avoir embrasé le Mali et le Burkina et aux portes de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il devrait jouer un rôle de stabilisateur à la fois pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région ouest-africaine. Ce n'est pas le cas. Je le déplore. Ousseynou Nargueil, je rappelle que vous restez en ligne et que nous allons tout à l'heure justement revenir sur les propos du président Alassane Ouattara au sujet de sa candidature ou non à la prochaine élection présidentielle. Mais finalement, cette position, cette décision d'expulser Nathalie Yam, n'est-elle pas un signe de fébrilité des autorités en place, Alphonse Guamine? Comme je l'ai dit tantôt, je m'interroge, mais j'avoue que cela me semble, c'est comme si on tombait par la tête, parce que je ne vois pas, sauf si on me montre quelque chose d'autre. Peut-être qu'elle a, est-ce qu'elle n'a pas tenu des propos autres dans un autre contexte? Peut-être dans un autre contexte, mais ce que j'ai entendu là, n'a nullement pas. Je ne sais pas si l'actuel pouvoir en Côte d'Ivoire est gardien du franc CFA ou bien, je ne sais pas. Vous pensez que c'est par rapport à sa position anti-franc CFA, anti-présence française mais c'est justement dans les pays africains? C'est ce qu'on nous a montré. Et paradoxalement... C'était ses propos tenus en Russie, au sommet Russie-Afrique. Paradoxalement, on l'expulse de la Côte d'Ivoire et je crois qu'elle vient de dire qu'elle a même passé 6 heures en France. Oui, elle était en escale, voilà. Parce que sa destination, c'est la Suisse. Et qu'elle est aussi de nationalité suisse. Maintenant, par rapport au climat politique dans le pays, le leader est un parti dirigé par Mamadou Koulibaly qui a une personnalité politique de premier plan. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur l'ambiance générale à moins d'1 an de l'élection présidentielle? À ce niveau-là, je dirais que au niveau du Front populaire ivoirien, au niveau des démocrates que nous sommes, ce n'est pas la position des leaders que je peux exprimer parce que je ne sais pas, mais tout Ivoirien démocrate qui aspire à ce qu'il y ait la tranquillité dans son pays doit s'indigner. On ne mérite pas ça. La Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité, c'est une terre d'accueil. Que quelqu'un exprime sa différence, on ne doit pas l'expulser pour ça, sinon j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui devraient partir de X, Y pays, que le président Alassane Ouattara, que son régime se ressaisisse. Parce que je crois avoir entendu que c'est les enfants, les héritiers du fouet
on a dit rassemblement du fouettiste. Houphouët, sa politique, le fondement même de sa politique, c'était toujours la paix, le dialogue, l'acceptation de l'autre. La tolérance. La tolérance. Où est-ce que cet ouvouettisme-là, ou bien on a pris dedans, qu'est-ce qu'on a pris et qu'est-ce qui se passe? Il faut donc se ressaisir. C'est un appel que je voudrais lancer. Ivoirien, par votre voix, appelle au ressaisissement, assez à la fait et peut-être maintenant en ligne. Non, il n'est pas encore en ligne, mais nous allons donc poursuivre avec, mis à part cette expulsion de Nathalie Yamb, bien sûr, la sortie du président Alassane Dramane Ouattara qui est en tournée dans le pays et qui a tenu des propos qui sont interprétés selon que l'on est du côté du RHDP ou bien de l'opposition, comme parfois un mauvais signal avant la présidentielle ou bien comme la preuve que Alassane Ouattara reste dans l'arène. Je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé. Et que nous devons tous nous mettre de côté. Alors si eux, ils décident d'être candidats, alors je serai candidat. Je veux que vous sachiez que ce qui m'importe, c'est l'État, c'est la nation. C'est la nation ivoirienne, ce sont les Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara est offensif. Il est en tournée dans le pays et il s'est adressé aux gens de sa génération. S'ils sont candidats, lui, il se portera candidat. Mais est-ce que ce n'est pas contraire aux dispositions constitutionnelles? Écoutez, Monsieur Aziz, Monsieur le journaliste, je voudrais juste à ce niveau rappeler que la Côte d'Ivoire appartient au peuple de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas la propriété des anciens ou des nouveaux, ou bien du président Ouattara, du président Babo, du président Bédié, ou bien de tel ou tel dirigeant. C'est le peuple de Côte d'Ivoire. S'il veut le lire, un enfant de 20 ans, que le président Ouattara, qui semble-t-il a lutté pour la démocratie, permette cela. Ce n'est pas parce que X, Y devrait se présenter que le président Alassane Ouattara va se dire que si des anciens se présentent, je vais me présenter. Je voudrais rappeler à ce niveau que c'est le même président Ouattara qui a dit qu'il ne reviendrait pas sur la Constitution. C'était en 2016. Il y a même son conseiller juridique. Et il y a le verrou de l'âge qui a sauté? Il y a même son conseiller juridique, Cissé Bankongo, qu'on avait interrogé, le constitutionnaliste Ouagaoubou, qui l'a dit. Ce sont des faits. Il ne faut pas... la Côte d'Ivoire est trop précieuse. Et je dis encore une fois, Alassane Ouattara, ce n'est pas n'importe qui. Il a fait ce qu'il a pu. Mais il ne faut pas s'approprier la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens et les Ivoiriens seuls qui peuvent dire voilà notre président. J'estime qu'à ce niveau-là, il y a un moment de tourbillon. On peut avoir un certain nombre d'égarements. La Côte d'Ivoire a connu son histoire. Cela fait partie du passé. Le moment est arrivé pour que l'héritier du Houphouët-Boigny, en cette période difficile, qui a vu pour la première fois dans l'histoire de notre pays un chef de l'État être déporté dans un autre pays, à La Haye, et il a été relâché. Le monde entier, la Côte d'Ivoire est lavée. C'est le moment que les enfants de Côte d'Ivoire s'asseyent et arrangent ce qui est à arranger, comme Houphouët-Boigny le faisait. C'est ça l'héritage aussi de Houphouët-Boigny. Ce n'est pas le moment de dire si celui-là est candidat, je vais être candidat. Dans quel pays? Ousseynou Nargueil, vous êtes en ligne de Dakar, je le rappelle. Vous avez suivi cette intervention du président Alassane Dramane Ouattara.
est-ce que c'est de nature à apaiser les esprits alors que la présidentielle approche? Alors, nous allons le reprendre. Il semble être... il est en ligne. Ousseynou Nargueil. Le président Ouattara le président Alassane Ouattara est offensif. Ses propos montrent qu'il est finalement déterminé pour défendre les couleurs de son camp à la prochaine élection présidentielle. Allô? Ousseynou Nargueil, le président Ouattara est déterminé, on le voit, à défendre les couleurs de son camp à la prochaine élection présidentielle. Non, je ne le pense pas. Je pense qu'il veut plutôt faire la place nette à celui qui est son dauphin, Amadou Gon Coulibaly, actuellement Premier ministre. Simplement, Amadou Gon Coulibaly ne contrôle pas tant que ça le système et le parti. Ce que déclare le président Ouattara, c'est exactement le miroir inversé de après moi le déluge. Quand il dit, ça veut dire la même chose quand il dit si les autres se présentent, je me présente. Je veux dire, personne n'est éternel au pouvoir, Alassane Ouattara ne l'est pas. C'est malvenu de sa part, après qu'il ait été ostracisé pour se présenter à une présidentielle, ce qui a mis à feu et à sang la Côte d'Ivoire, que lui ait cette posture-là et que lui tienne ces propos-là. Je pense que Alassane Ouattara, je veux dire, physiquement même, n'est pas en capacité de refaire un mandat de 5 ans. Je pense qu'il est atteint par la limite d'âge. Ce serait de l'acharnement thérapeutique qu'il se présente. Moi, je crois qu'il veut surtout contrôler le jeu politique jusqu'à l'approche de l'élection afin de donner une chance à quelqu'un de son camp qui pourrait être, je pense, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ou le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Mais attention, il y a les jeunes loups qui arrivent. Alors nous allons vous garder et suivre l'élément qui va suivre avant de revenir. Il s'agit des retrouvailles entre Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, deux anciens amis de la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, qui finalement ont décidé de faire cause commune et d'aller ensemble à la prochaine élection présidentielle. Rencontre entre les présidents de GPS et du COGEP. Communiqué final. Ce dimanche 24 novembre 2019, conformément à la tradition africaine, M. Guillaume Soro Kibafori, président de GPS, a rendu visite à La Haye, aux Pays-Bas, à M. Charles Blé Goudé, président du COGEP, pour lui témoigner sa compassion, sa solidarité et son soutien. Placé sous le signe de la recherche de la paix dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire, cette rencontre de retrouvailles entre deux camarades de lutte de longue date a été l'occasion de longs et fructueux échanges empreints de vérité sur la situation sociopolitique nationale. Un peu plus décontracté. Ouais. Guillaume Soro et Charles Blé Goudé visiblement décontractés, ou Ousseynou Nargueil. Quelles sont les chances de ce tandem? Est-ce qu'il n'y a pas derrière cette réconciliation entre les deux hommes la main, sait-on jamais, du président du FPI, Laurent Gbagbo? En tout cas, ces deux hommes-là ont été à des responsabilités comme bras droit respectivement du chef de l'État, Laurent Gbagbo pour Charles Blé Goudé, et d'Alassane Ouattara, dont il a été le Premier ministre, pour Guillaume Soro. Donc, c'est des quinquagénaires qui ont l'expérience du pouvoir, qui ont approché de près le pouvoir suprême, le fauteuil ultime. Et je pense qu'ils font une jonction
pour donner une chance à leur génération en essayant de sauter celle des sexagénaires dont fait partie Mamadou Koulibaly. Mais je ne pense pas que leur tour soit vraiment venu, mais je pense que pour marquer le coup et pour prendre date avec l'avenir, c'est-à-dire non pas 2020, mais peut-être plutôt 2025, ils ont intérêt effectivement à se présenter à cette élection-là, ou que l'un soutienne l'autre et lui fasse la courte échelle pour qu'il se présente. C'est ainsi que je vois les choses, mais l'expérience en tout cas de la candidature des personnes investies au local et aux législatives par Guillaume Soro n'a pas prouvé qu'il avait vraiment prise sur le terrain et qu'il impactait vraiment dans la population et dans l'opinion publique. Il n'a pas fait des scores électoraux fameux, mais je crois que cette génération-là, qui est celle de Guillaume Soro et de Blé Goudé, qui ont tenu le pays en haleine en étant dans des camps opposés du temps de la guerre civile, veulent prendre date plutôt pour la suivante. Et pour cela, il faut effectivement qu'ils se présentent l'un ou l'autre en 2020. Est-ce que Guillaume Soro n'est pas Ousseynou Nargueil poursuivi par l'ombre de la rébellion? Absolument, absolument. On se rappelle que son directeur de cabinet a d'ailleurs été mise en cause par la justice pour une cache d'armes dans sa résidence. C'est une histoire qui avait fait un grand bruit. On se rappelle aussi que suite à des écoutes téléphoniques avec un général burkinabé, il avait été accusé d'avoir trempé dans une tentative de coup d'État au Burkina. Donc je pense que Guillaume Soro est effectivement surplombé par un surmoi qui laisse à penser que c'est quelqu'un qui aurait la tentation de prendre le pouvoir par tous les moyens, y compris par les armes. Mais bon, il se présente demain. Il est en tournée dans la diaspora. Il est un peu d'ailleurs paranoïaque parce que, alors qu'il était en Espagne et qu'il s'est fait interpeller à son hôtel par la police espagnole, il a dit que c'était une tentative du pouvoir ivoirien pour attenter à sa vie. Donc je crois effectivement, comme vous le dites, que la rébellion et le parfum des armes n'est jamais très loin de Guillaume Soro. Espérons qu'il aura réussi sa mue, qu'il acceptera le jeu démocratique normal et que, eh bien, s'il faut qu'il se présente pour faire un score honorable et prendre date pour l'avenir, c'est-à-dire, comme je le dis, pour la suivante de 2025 et peut-être même pas pourquoi de celle de 2030, qu'il attende son tour tranquillement. Mais effectivement, Guillaume Soro, j'en termine là, a quelque peu une légitimité à penser qu'il a des chances à accéder au pouvoir et qu'il est légitime pour cela, eu égard aux responsabilités qu'il a incarnées dans ce pays-là, celle de Premier ministre, celle de ministre, celle de président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas à rougir de son pédigré. Oui, Alphonse Guaméné, Guillaume Soro a-t-il livré sa part de vérité en ce qui concerne les événements douloureux traversés par la Côte d'Ivoire, parce qu'il lui a été demandé par de nombreuses personnes depuis qu'il s'est porté candidat à l'élection présidentielle de livrer, de dire sa part de vérité. Très bien. Merci. C'est une question importante que vous venez de poser là. Mais permettez-moi de rétablir tout de même ce qu'a dit le ministre Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, à l'instar du président Gbagbo, qui a envoyé ce jour au niveau du Front populaire ivoirien 116 délégations à l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour poser un acte de réconciliation. Parce que notre pays a connu ce que tout le monde sait. Et depuis un moment, Charles Blé Goudé est dans cette posture-là. Il a bien dit que on ne peut pas, c'est pas avec son partenaire qu'on se réconcilie. On se réconcilie plutôt avec son adversaire d'hier. Donc le geste là, le fait d'avoir reçu Monsieur Guillaume Soro, bon, c'est une interprétation qu'on peut faire, parce qu'en politique on dit jamais, jamais.
Mais nous prenons un mot au niveau du Front populaire ivoirien. Nous sommes plutôt heureux qu'ils suivent cette voie-là tracée par le référent politique, son référent politique, le président Laurent Gbagbo, dont aujourd'hui la posture est d'amener les Ivoiriens à oublier tout ce qui a bien pu les opposer hier et de tout faire pour que notre pays soit réconcilié, pour qu'on parle demain, pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Ceci étant dit, je vais revenir sur votre question tantôt, ce que vous demandiez. Est-ce que c'est une question importante, comme je le disais tantôt. Est-ce qu'il a livré sa part de vérité par rapport à ce qui s'est passé? Le président Guillaume Soro lui-même a écrit tout un livre pour dire pourquoi il est devenu rebelle. N'est-ce pas? Vous pensez que c'est suffisant? Non, il a écrit tout un livre pour dire pourquoi il est devenu rebelle. Et dans ce livre-là, il a bien signifié que c'est parce que la partie nord du pays et les personnes là, il y avait un certain nombre... étaient marginalisés. Ils étaient marginalisés. Il a été Premier ministre, il a été ministre de la Défense, il a été président de l'Assemblée nationale. Le moment est arrivé pour qu'ils disent concrètement tout ça, pour ça. Nous attendons qu'ils nous disent, parce que c'est tellement facile. Donc, sur cette voie-là, le Front populaire ivoirien, nous sommes en ce moment sur la voie de faire de telle sorte que les Ivoiriens au moins se réconcilient. Or, lui, il parle également de réconciliation. C'est ce pan-là que nous nous approprions. Pour être président de la République, le moment viendra, les questions lui seront posées parce que la première de toutes les questions, est-ce que les inégalités pour lesquelles il a pris les armes là, c'est établi? Parce que c'est le même là. Quand il était président de l'Assemblée nationale, il n'y avait pas de puits au nord. C'est quand il a été démis qu'il a retrouvé que les puits ont disparu au nord, qu'il a retrouvé qu'il n'y avait plus jamais de puits. Pendant ce temps, il a été Premier ministre. C'est tellement facile. Donc il faudrait d'abord, selon le Front populaire ivoirien, pour véritablement se réconcilier, que Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, fasse une sorte de mea culpa? Non, non, non. La réconciliation, il n'y a pas de préalable. Le président Gbagbo a dit, tous les enfants de Côte d'Ivoire, autant que nous sommes, tout ce qui s'est passé là, ça fait partie de notre histoire. On ne demande pas à X, Y, d'abord de faire ci pour qu'on se réconcilie. Nous avons le devoir de faire de telle sorte que notre terre soit une terre d'hospitalité, une terre de réconciliation, pour que demain, quel que soit l'individu qui va venir au pouvoir, il trouve cette Côte d'Ivoire-là belle. Est-ce que vous envisagez une alliance Front populaire ivoirien, Guillaume Soro pour la prochaine élection présidentielle? Est-ce que vous avez, au sein de votre état-major, exploré cette possibilité? Nous avons déjà une alliance toute faite qui est l'EDS. L'EDS, c'est Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Guillaume Soro, pour l'instant, je crois qu'il a un parti, il ne fait pas partie de ça. Mais nous disons, encore une fois, au niveau du Front populaire ivoirien, nous ne rejetons personne. Nous voulons d'abord que la voie, en ce moment, avec tout ce qui se passe, on se réconcilie. Que les Ivoiriens s'acceptent, qu'ils s'asseyent pour régler les problèmes domestiques qui sont nés de nous tous. Nous ne disons pas que c'est celui-là qui a fait, c'est celui-là qui a fait, c'est celui-là qui a fait. Guillaume Soro a joué son rôle. Le président Gbagbo Laurent aussi a joué son rôle. Blé Goudé en a joué. Le président Alassane Ouattara en a joué. Bédi en a joué. Tous les Ivoiriens. Faisons ce qui nous est cher dans notre peuple. Asseyons-nous pour, de manière inclusive, régler ces problèmes-là. Nos parents, depuis que le monde est monde, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, chaque fois qu'il y a un problème, on s'assoit et on essaie de le régler. Vous appelez à discuter pour essayer de régler... Quitte à ce que celui qui va être président en 2020, à 2025, la Côte d'Ivoire restera en paix. C'est cette paix-là, c'est ça là le message que le président Gbagbo Laurent, depuis Bruxelles, a lancé. Il est sans rancune. Retrouver la paix, c'est le credo du FPI et du président Laurent Gbagbo. Puisque c'est à cause de cela que le président Laurent Gbagbo a pratiquement sacrifié toute sa vie, toute sa jeunesse. Jusqu'à aujourd'hui, il se retrouve en déportation. C'est la paix. Ce n'est pas un problème de je vais être président, je vais être secrétaire, je vais être... Avant d'être président, il faut d'abord que la Côte d'Ivoire
retrouve sa sérénité. Et ce sont les acteurs actuels. Il faut que cette génération-là qui est là aujourd'hui, Alassane Ouattara, Konan Bédié, Babo Laurent, Blé Goudé, Soro Guillaume, ce sont les mêmes acteurs. Ils connaissent mieux la Côte d'Ivoire. Mettons-nous, asseyons-nous pour régler ces problèmes-là. De telle sorte que si demain, quelqu'un d'autre vient au pouvoir, la Côte d'Ivoire, l'on passe. Mais le pays doit rester dans la paix. Tel est le message du Front populaire ivoirien. Voilà, le Front populaire ivoirien qui souhaite, comme on l'imagine, toutes les autres forces politiques, que le pays reste en paix. Ousseynou Nargueil, nous avons peut-être une dernière question. Quelles sont, de votre point de vue, les alliances possibles, nouables, entre notamment la jeune garde, donc Guillaume Soro, et ce qu'on considère comme des dinosaures de la vie politique? On veut parler de Laurent Gbagbo et d'Henri Konan Bédié. Oui, de ce point de vue-là, je voudrais d'abord dire que à l'encontre du représentant du FPI qui parle d'hommes de paix, moi je pense que le credo finalement de ces hommes aux affaires successivement en Côte d'Ivoire, c'est qui veut la paix prépare la guerre. Donc cela dit, le président du PDCI, Bédié, a appelé à une coalition dans laquelle il y aurait Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, ce qui, parce que je pense que aussi bien Bédié que Gbagbo sont inéligibles, ne sont pas en état d'aller à des élections, Alphonse Douamene va réagir. Alphonse Douamene, Guillaume Soro, et à mettre à sa disposition un appareil politique pour aller aux élections. Donc je crois que de ce point de vue-là, il y a effectivement une coalition qui est possible. Maintenant, le PDCI n'a pas rejoint le RHDP. L'autre coalition qui devrait aussi devoir se faire, c'est au sein même du RHDP, parce qu'il y a beaucoup de prétendants à la candidature. Guillaume Billon s'est porté candidat à la candidature. On sait que Amadou Kon Coulibaly est intéressé par cela. Ahmed Bakayoko, comme je vous le disais, à prendre le bâton de maréchal. Donc il y a également un aggiornamento et une entente qui devra se faire entre ces dauphins potentiels au sein du RHDP. Mais pour ce qui est de l'opposition, je pense que, j'en termine là, si Guillaume Soro parvient effectivement à être en coalition aussi bien avec Blé Goudé, qui est le fils spirituel de Laurent Gbagbo, qu'avec Bédié, il aura une belle carte à jouer pour l'élection de 2020. Alors Alphonse Douamene n'est pas tout à fait d'accord. Bon, ce n'est pas, disons, je suis formel là-dessus, formel. Le Front populaire ivoirien est en coalition avec Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Nous n'avons rien contre la plateforme formée par le président Bédié. Nous disons, et je le répète, la ligne politique aujourd'hui que poursuit le Front populaire ivoirien, c'est d'amener les Ivoiriens à oublier les atrocités, à se réconcilier. On ne peut se réconcilier qu'avec la personne avec laquelle on était en conflit hier. N'oublions pas que le PDCI-RTA faisait partie du RHDP. C'est avec le RDR et le PDCI-RDA, avec d'autres partis, qu'ils ont formé le RHDP. C'est vrai que le PDCI est parti du RHDP aujourd'hui pour rester PDCI. Nous ne nous réjouissons pas parce que les deux frères, nous disons, le RDR, le PDCI et tous les autres partis, asseyons-nous et réglons les problèmes. La preuve, toutes les tournées de réconciliation qu'organise aujourd'hui la direction du Front populaire ivoirien sur le terrain avec le docteur Assoadou, il y a toujours un banc qui est vide pour dire le RDR, votre place est là. Réglons les problèmes. C'est symbolique. Voilà, c'est pour dire que. C'est plutôt symbolique. Oui, c'est pour dire que en ce moment précis, notre préalable, c'est de faire de telle sorte que d'abord, quel que soit l'individu qui sera président demain,
Parce que nous ne voulons plus revivre les mêmes choses. Et il faudrait bien quelqu'un qui se sacrifie un peu à cela. Parce que c'est ça le fondement. C'est ça le fondement. Alors comment se prépare le Front populaire ivoirien là on parle de votre parti uniquement par rapport à cette échéance électorale? Encore une fois, le Front populaire ivoirien, depuis 2010, depuis 2014, depuis 2017, la dernière élection, nous n'y avons pas pris part. Mais cette fois-ci, nous avons dit que nous prendrons part à la seule condition qu'on puisse assainir le climat d'élection, faire de telle sorte qu'il y ait un minimum d'accord, il y ait un minimum de terrain d'entente. C'est tout, c'est ce travail-là, comme je le disais tantôt, c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire et nous sommes d'autant plus heureux que des partis comme le parti du président Guillaume Soro, le parti, notre allié naturel COGEP et d'autres partis vont dans ce sens-là. Mais au fond, vous avez la conviction que à la date de l'élection présidentielle, dans tous les cas, le Front populaire ivoirien sera en situation de peser. Mais le Front populaire ivoirien a été toujours dans la situation de peser. Ce n'est pas ça notre préoccupation. Le Front populaire ivoirien est majoritaire en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas envie de faire tout cela. Nous avons la majorité avec nous. Mais ce n'est pas ça. Le plus important, c'est la paix en Côte d'Ivoire. La paix. Même pour nos adversaires. Vos adversaires considèrent aussi qu'ils sont majoritaires. Oui, mais en fait, ça, c'est de bonne guerre. Mais les faits sont là, les faits sont têtus. Même si nous sommes minoritaires aujourd'hui, même si nous sommes de la minorité, l'essentiel que dans le pays, il y ait un minimum de paix pour que demain, ce qui s'est passé de 2010 jusqu'à 2020 aujourd'hui, là, ça soit la fin et que la Côte d'Ivoire puisse prendre son envol. Nous n'avons pas pu joindre d'Abidjan Assé Alafé, qui est le directeur général de l'intelligent, malgré nos nombreuses tentatives. On espère qu'il y aura cette facilité technique, cette fluidité pour nous permettre, lors de notre prochain numéro sur la Côte d'Ivoire, de le joindre pour notamment lui donner la possibilité d'exprimer son point de vue. On rappelle pour ce numéro de la Tribune du mardi qui tire à sa fin qu'il s'agit, en ce qui concerne le thème, des tensions qui s'accentuent en Côte d'Ivoire à quelques mois, à moins d'un an de la prochaine élection présidentielle. Et on rappelle que nous avons sur ce plateau Alphonse Guaméné, qui est représentant du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo au Gabon, et en ligne de Dakar, Ousseynou Nargueil, fondateur du site d'information tract.sn et éditorialiste. Ousseynou Nargueil, à qui nous allons donner la possibilité de conclure. Ousseynou, la Côte d'Ivoire va, dans moins d'un an, aller à l'élection présidentielle. Quels sont, de votre point de vue, les mécanismes à mettre en place pour éviter justement que les tensions, comme l'indique le thème de cette émission, s'accentuent davantage? Ousseynou Nargueil. Alors, Ousseynou Nargueil qui est en ligne. Ousseynou, quels sont, nous le disions, quels sont les mécanismes à mettre en place pour que baissent les tensions à l'approche de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Je pense qu'il faut surtout laisser les gens s'exprimer. Comme le disait le sage Amadou Hampâté-Bâ, quand les Africains se sont exprimés, ont parlé, ils pensent quelque part que leur problème est à moitié réglé. Et cette parole-là n'est pas libre en Côte d'Ivoire sur des tabous comme le franc CFA, par exemple, dont effectivement Alassane Ouattara se pose
en gardien du temple, CFA, garanti par la France, ce contre quoi je n'ai rien personnellement. Mais on a vu que Kémy Séba a été expulsé de Côte d'Ivoire, en tout cas interdit d'entrer pour avoir tenu des propos sur l'impérialisme supposé du franc CFA. J'en reviens par là où on a commencé. Je pense que cette expulsion de Nathalie Yamb n'est pas une bonne chose, n'est pas un bon signal pour que l'élection se passe de manière apaisée. Alors on a la qualité. La parole libre. Et je termine juste sur une petite chose. Votre invité, le représentant du FPI, M. Gouamene, a utilisé le mot individu. Je voudrais rappeler, pour dire à quel point ça peut être grave, et ça a pu être grave, et ça continue de l'être dans nos pays africains, que le président Eyadema du Togo, Feu Eyadema, a pu faire emprisonner un opposant parce que l'opposant en question l'avait appelé individu. Voilà, c'est tout ce que je dirais pour en appeler à ce que dans nos pays, les présidents acceptent qu'il y ait la liberté de parole, la liberté de presse et la liberté d'expression en définitive. La liberté de parole, liberté d'expression, tout cela bien sûr en tout professionnalisme et dans le respect des droits des individus pour vous reprendre au séminaire Gay. Alphonse Gouamene, je termine avec vous pour dire que le Front populaire ivoirien est bien sur la place et que malgré les difficultés, le Front populaire ivoirien entend se mobiliser à la fois pour la réconciliation et pour l'élection présidentielle. Merci. Je voudrais, si j'ai pu dire quelque chose qui a pu heurter mon compatriote de l'autre côté du Sénégal, je m'en excuse, je n'ai pas l'habitude d'heurter les gens. J'ai pu dire quelque chose. Je voudrais très sincèrement qu'il comprenne que c'est peut-être un lapsus comme c'est le français, mais je n'ai pas de méchanceté à moi. Ceci étant dit, je voudrais, en conclusion, que vous me permettez de saluer mes compatriotes ici, au Gabon, et les féliciter pour leur compréhension, les féliciter pour leur comportement. Nous avons des multitudes de partis ici, mais nous restons vraiment, nous gérons la situation avec sagesse et avec fraternité. Et je prie Dieu pour que cela continue et que les quelques soubresauts, ce sont des soubresauts politiques qui s'instruisent sur notre pays, mais que la diaspora ivoirienne ici, pourquoi pas, serve d'exemple. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être RHDP ou bien FPI ou bien de tel ou tel parti pour être ivoirien au Gabon. Nous, ici, on gère bien nos différences et évidemment qu'on le fasse dans le respect des lois et règlements en vigueur en République gabonaise. Et c'est le plus important. Oui. En tout cas, nous vous remercions, Alphonse Gouamene, représentant du Front populaire ivoirien, d'avoir répondu à cette invitation. Mais nous remercions aussi Ousseynou Nargueil, qui est fondateur du site tract.sn et éditorialiste. Ousseynou Nargueil, qui a eu la gentillesse et la ponctualité d'être en ligne de Dakar pour ce numéro de la Tribune du mardi, qui a eu pour thème sur Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, les tensions qui s'accentuent en Côte d'Ivoire à l'approche, entre autres, de la grande échéance électorale, l'élection présidentielle prévue dans moins d'un an. Merci d'avoir été des nôtres, à vous, chers téléspectateurs, et surtout, très bonne suite de programmes sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Nous vous exhortons à ne jamais désespérer de l'Afrique, car l'Afrique est la mamelle du monde. Très bonne suite de programme.